En voyant la gorge de la femme qu'il aimait être tranchée, le mari imagina en une seconde 100 façons différentes de faire mourir le meurtrier. Mais ce à quoi il ne s'attendait absolument pas, c'est qu'au moment où il se déguisa en policier pour se rendre à la station-service et consulter les caméras de surveillance d'avant le meurtre de sa femme, deux vrais policiers firent irruption. Comme Neeson était le principal suspect aux yeux de la police, il devait retrouver le véritable coupable afin de prouver son innocence et de pouvoir l'abattre de ses propres mains. Les policiers lui ordonnèrent violemment de cesser tout mouvement et de se coucher au sol, le menaçant d'ouvrir le feu s'il n'obéissait pas. Après avoir identifié les caractéristiques physiques du meurtrier, Neeson, en tant qu'agent spécial, ne choisit pas de s'enfuir, mais leva calmement les mains, car il avait déjà conçu un plan de vengeance complètement fou, et se faire arrêter en faisait justement partie. Même encerclé par des dizaines de policiers lourdement armés, seul contre tous, Neeson ne manifesta pas la moindre panique. Mais alors qu'il s'apprêtait à passer à l'action, l'agent en charge de l'affaire ordonna soudain d'immobiliser le véhicule et d'attendre l'intervention des forces spéciales, car il savait très bien que la dangerosité de Neeson dépassait de loin leurs capacités actuelles. Pourtant, les policiers affichèrent un profond mépris, persuadés qu'il leur suffirait de 10 minutes pour conduire Neeson au commissariat. Cette arrogance leur coûterait très cher, car Neeson avait déjà discrètement ouvert ses menottes. Ce n'est que lorsqu'un policier fut projeté hors du véhicule que le conducteur prit enfin conscience de la gravité de la situation. Mais il était déjà trop tard. Neeson s'empara alors du volant et donna un violent coup de direction, la voiture s'envola littéralement avant de foncer droit dans la voie opposée. Face à une telle fuite suicidaire, tous les policiers furent saisis d'effroi, mais cela ne représentait toujours pas la limite de la folie de Neeson. Alors que Neeson était sur le point de s'échapper, un camion lourdement chargé, incapable d'éviter l'obstacle à temps, perdit soudain le contrôle. Et si Neeson risquait ainsi sa vie, c'était uniquement pour cette modeste voiture de police. Il força les policiers à lui remettre un téléphone ainsi que la radio, puis inséra une clé USB dans l'ordinateur de bord du véhicule. Ce n'est qu'ainsi qu'il pouvait télécharger l'ensemble des appels précédant le meurtre de sa femme et les recouper avec le tatouage aperçu sur le meurtrier dans la vidéo de surveillance, afin d'identifier le véritable assassin. Mais alors que le téléchargement n'était achevé qu'à 70%, un hélicoptère repéra la position de Neeson. Pire encore, plusieurs dizaines de policiers armés jusqu'aux dents apparurent soudain devant lui et, sans la moindre hésitation, ouvrirent un feu nourri sur le véhicule. Même lorsque la voiture ne fut plus qu'une carcasse criblée de balles, ils ne cessèrent pas de tirer. Mais contre toute attente, Neeson ne fit pas demi-tour pour fuir, il accéléra et fonça dans un parking à étage sans issue. Ce n'est qu'arrivé sur le toit qu'il immobilisa enfin la voiture, car ce n'est qu'en s'acharnant à terminer le téléchargement qu'il pourrait tenter une ultime manœuvre désespérée sous l'encerclement de dizaines de policiers. Le puits d'ascenseur était la voie d'évasion la plus rapide, mais aussi la plus mortelle. S'il perdait connaissance pendant la chute, il était certain de périr dans l'incendie. En voyant Neeson apparemment écrasé à mort sous la voiture, l'agent ressentit enfin un soulagement intérieur. Mais alors qu'il s'apprêtait à rendre compte à sa hiérarchie, Neeson, miraculeusement vivant, lui téléphona. Cette démarche totalement absurde le laissa sans voix. Au téléphone, Neeson affirma qu'il n'était pas le meurtrier et demanda à l'agent de lui accorder 2 jours, promettant qu'il retrouverait le véritable coupable pour prouver son innocence. Mais l'agent répondit froidement que cela lui importait peu que Neeson soit coupable ou non, son devoir se limitait à le traduire en justice. Avant de lui souhaiter bonne chance, plein de sarcasme. Face à une telle provocation, l'agent ne parvint plus à contenir sa colère. Ils tendirent alors une embuscade près du cimetière, déterminés à faire payer Neeson au prix fort, sachant pertinemment qu'en tant que mari, il assisterait forcément aux funérailles de sa femme. Pourtant, jusqu'à la fin de la cérémonie, ils ne l'aperçurent nulle part. De plus, le dispositif d'écoute qu'ils avaient discrètement placé sur la fille de Neeson était constamment brouillé par un appareil inconnu. C'est alors que Sam désigna subtilement le bouton sur ses vêtements d'un geste significatif, et sa fille intelligente comprit immédiatement. En voyant sa précieuse fille, injustement éprouvée, le cœur de Neeson fut lacéré comme par d'innombrables lames tranchantes. Mais il n'avait d'autre choix que de dire adieu à la femme qu'il aimait de cette manière. Et cela entraîna directement une conséquence terrible, Neeson venait désormais d'ajouter une nouvelle cible à sa liste, la police.